énervé. La radio qui pète une case! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Claude Nicolier, un astrophysicien et astronaute suisse de l'Agence spatiale européenne. Bonjour Monsieur Nicolier. Bonjour. Vous allez bien? Ben, ça va très bien, oui, merci. La Terre est bleue comme une orange. Cette comparaison vous parle-t-elle autant qu'à Paul Éluard? Écoutez, pour moi, la couleur, c'est une couleur, n'est-ce pas? C'est un certain domaine de longueur d'onde, et puis le bleu, c'est le bleu. Donc ça, c'était un témoignage, je dirais, poétique. Pour moi, la Terre est bleue comme la Terre est bleue. Et en fait, les couleurs dominantes sont, je dirais, le bleu et le blanc. Le bleu pour les océans, parce que la plus grande fraction de la surface de la Terre est recouverte d'eau, comme on le sait, et puis blanc pour les nuages. Donc, bleu et blanc, oui, comme une orange. Ça, je le mettrais presque de côté. Vous voyez pas le vert des terres habitées? On voit pas tellement le vert des terres, parce que là où c'est vert, typiquement dans les régions équatoriales, où il y a les grandes forêts équatoriales, il y a généralement des nuages. Donc, on voit essentiellement des océans, blancs pour les nuages, sous les régions équatoriales, par exemple. Et puis, on voit les déserts également. Je me rappelle des survols du désert d'Atacama au nord du Chili. Il y avait toujours une région qui était beige. Là, c'est la couleur du désert d'Atacama. Et à chaque passage, c'était toujours clair de nuages. Le désert du Sahara également. Le désert de Gobi. Donc, je dirais qu'on voit d'abord du bleu pour les océans, du blanc pour les nuages. On voit des déserts. On voit relativement peu de régions vertes. Parfois, oui, mais pas très souvent. On a eu quelques passages sur l'Himalaya, où pratiquement la totalité de l'Himalaya, depuis le Pakistan jusqu'en Chine, était libre de nuages, pratiquement libre de nuages. Et ça, c'était magnifique. Mais c'est plutôt rare. Généralement, il y a des formations nuageuses, surtout au nord de l'Inde, avec la mousson. Donc voilà, bleu comme une orange, poétiquement, c'est très beau, mais si on veut parler de la réalité, c'est bleu et blanc, et puis avec les déserts qui sont visibles. Les régions équatoriales souvent recouvertes de nuages. Je me rappelle que j'ai volé une fois à deux reprises, même avec un astronaute qui venait de Costa Rica, Franklin Chang Diaz. Et on essayait toujours de voir la Costa Rica, puis on ne le voyait jamais parce que c'était toujours couvert de nuages. C'est relativement proche de l'équateur, le Costa Rica. C'est pas sur l'équateur, mais assez proche. C'est en Amérique centrale. On n'a jamais vu le Costa Rica. Avant de continuer dans la poésie, parce que être astronaute, c'est un peu être poète, non? Pouvez-vous juste nous expliquer un peu votre métier? Donc vous êtes ou vous avez été astrophysicien et astronaute. Je ne pense pas que tous nos auditeurs savent ce que c'est. Bon, astrophysicien, c'est un physicien qui s'occupe tout spécialement de la nature physique des corps célestes, qui s'intéresse par exemple à ce qu'on appelle l'évolution des étoiles. Les étoiles sont un peu comme des êtres vivants, elles naissent. J'en ai parlé dans cette conférence. Elles naissent à partir de condensation de matière peu dense, de gaz, essentiellement du gaz et de l'hydrogène, avec un petit peu d'hélium et puis peut-être un peu de poussière également, mais une matière peu dense qui se condense sous forme d'attraction gravitationnelle mutuelle de ces particules. Et ça fait des globules qui deviennent de plus en plus serrés par attraction gravitationnelle et un espèce de collapse de ce qu'on appelle une protoétoile. Des réactions nucléaires sont enclenchées au centre de cette formation quand la température devient assez grande. Et tout ça, c'est la physique, finalement. Et comme c'est la physique relative aux astres, on dit que c'est l'astrophysique. Donc, un astrophysicien, par exemple, crée des modèles d'évolution stellaire pour essayer de comprendre le pourquoi et le comment de l'évolution des étoiles, et puis toujours comparer avec ce qu'on observe. La durée de vie d'une étoile est de plusieurs milliards d'années, donc c'est très très long. Le Soleil a 4,6 milliards d'années d'âge, et il en a pour quelques milliards d'années encore jusqu'à ce qu'il devienne un objet très condensé, une naine blanche. C'est la fin de la vie d'une étoile, en fait, si on peut dire. Ça, c'est pour la partie stellaire. Pour la partie planétaire, eh bien, des gens s'intéressent également à la formation du système solaire, à la composition et le pourquoi de la composition et des variations dans le temps de la composition ou de la nature des corps célestes dans le système solaire, que ce soit des planètes, des comètes, des astéroïdes ou d'autres objets encore.
Et puis il y a toute l'astrophysique à grande échelle. Et ça va dans la direction de ce qu'on appelle la cosmologie, qui est l'étude du comportement de l'univers dans son ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une galaxie? Ça, c'est une étape intermédiaire, puisque c'est un très grand groupe d'étoiles, typiquement de l'ordre de grandeur de 100 milliards d'étoiles, généralement avec un mouvement de rotation, soit elliptique ou bien spirale, ou parfois des spirales barrées, le pourquoi et le comment. Donc l'idée, c'est de comprendre l'univers, véritablement, qui était le titre de la conférence que j'ai donnée aujourd'hui, comprendre l'univers, à tous les niveaux, au niveau du système solaire, du Soleil lui-même, des étoiles, des galaxies, et puis de l'univers dans son entier. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cosmologie. Bon, vous êtes né en 1944. Vous avez donc 72 ans et bientôt 73. Vous êtes donc à la retraite, c'est bien ça? Bon, la retraite, je ne sais pas exactement ce que c'est, parce que je travaille toujours. J'enseigne à l'EPFL. À l'âge de 70 ans, on ne peut plus être un employé d'une institution comme l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il y a l'équivalent à Zurich, l'ETHZ. Alors j'ai dû donner ce qu'on appelle les leçons d'honneur. Et puis après, on devient professeur honoraire, donc je suis professeur honoraire. Par contre, si l'école en question souhaite qu'on enseigne toujours, elle le demande. Par contre, je dois être associé à une autre institution sur le plan salarial, par exemple. Donc, je suis maintenant un employé du Swiss Space Center de l'EPFL, et non pas de l'EPFL même. Mais j'enseigne à l'EPFL toujours et encore. J'ai l'intention de continuer quelques années encore. Donc, je pense la retraite, à un moment donné, soit on fait un travail, puis à un moment donné, on dit, bon, on veut arrêter, et puis on arrête typiquement à 65 ans. C'est tout à fait légitime et c'est une bonne chose. Pour moi, j'aime beaucoup ce que je fais, et j'ai décidé de continuer. Jusqu'à quand, je ne sais pas exactement. Vous enseignez sur le domaine de l'astrophysique à l'EPFL? Non, pas l'astrophysique. J'ai un cours au niveau master sur Space Mission Design and Operations. C'est en anglais, parce qu'au niveau master, la plupart des cours sont en anglais. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers. J'enseigne en fait la technologie spatiale et tout spécialement ce que j'ai appris pendant les 25 ans que j'ai passé à Houston à la NASA, comme astronaute de l'Agence spatiale européenne, mais détaché à la NASA. Et en fait, comme je l'ai mentionné, j'étais très rattaché à la NASA, c'est eux qui me donnaient les missions, c'est eux qui me donnaient des travaux, des tâches à accomplir entre les missions. Donc, astronaute de l'Agence spatiale européenne, mais détaché à la NASA, et c'est là-bas que j'ai passé la plus grande partie de mon temps de travail. J'ai pris ma retraite de l'Agence spatiale européenne à l'âge de 62 ans. Et depuis, je suis revenu en Suisse pour cet enseignement que je donne à l'EPFL. Donc c'est un cours qui est sur la technologie spatiale et tout spécialement, c'est un peu la traduction pour des ingénieurs ou des étudiants ingénieurs de tout ce que j'ai appris dans les phases d'entraînement de mon travail là-bas et puis l'accomplissement des missions elles-mêmes. C'est d'une extraordinaire richesse sur le plan technique et sur le plan scientifique. J'essaie d'apporter ça aux étudiants suisses, parce que c'est relativement unique, personne d'autre l'a fait en Suisse. Il n'y a pas d'autres astronautes qui enseignent ici en Suisse, donc j'ai eu cette position privilégiée. J'enseigne maintenant aux étudiants et en parlant en langage d'ingénieur, ce que j'ai appris pendant les 25 ans de mon activité à Houston. Donc vous travaillez encore. Que pensez-vous alors des votations sur l'AVS qui vont se dérouler bientôt? Pensez-vous qu'il serait sage d'augmenter l'âge à la retraite pour tout le monde? Quand on vous voit, on se dit que ce serait sûrement la bonne solution, non? Oui, mais je pense que ça dépend beaucoup de la motivation des gens. Disons, des gens qui veulent prendre leur retraite avant, moi j'ai pas de problème, et puis je comprends très bien. C'est vraiment très individuel. Le mieux serait de pouvoir choisir l'âge de la retraite. Il est évident que si on prend une retraite à 55 ans, ben la retraite, elle sera moins riche. Enfin, respectivement, ce qu'on va recevoir pour la retraite sera inférieur à ce que l'on va recevoir si on termine à 72 ou 75 ans. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une moyenne, et je pense que augmenter un peu l'âge de la retraite, ça paraît raisonnable, que ce soit pour les hommes ou les femmes. À mon avis, je serais pour que les deux soient au même niveau. Étant donné que la longévité augmente considérablement maintenant, ce serait raisonnable d'avoir un âge de retraite qui augmente aussi. Je pense que 67 serait raisonnable. Mais encore une fois, les gens qui pensent qu'à 65 ou à 63, ils veulent arrêter, ben, qu'ils arrêtent, et puis ils recevront un petit peu moins pour leur retraite. Je pense que 65, c'était raisonnable jusqu'à maintenant. On peut passer à 67 sans problème pour les hommes et les femmes. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord. Mais encore une fois, c'est très individuel, la retraite.
Moi, je n'essaie pas de convaincre mes collègues de prendre une retraite beaucoup plus tard que les 65 ou 67 ans. C'est pas parce que moi-même je travaille toujours à 72 ans que je m'attends à ce que tous les autres le fassent. Ça dépend beaucoup de la motivation qu'on a dans le travail. Si on a un travail qui est un travail un petit répétitif et qu'on n'a pas envie de trop prolonger parce qu'on veut prendre des vacances et puis jouir de la vie, partager également des moments avec la famille par exemple. Moi, il se révèle que je suis veuf, j'ai 2 filles, mais je suis veuf, je vis seul. Donc, vivant seul aussi, ça a un petit peu conditionné mon activité dans le sens que si je travaille tard le soir à l'EPFL, je ne dérange personne. Il n'y a pas une épouse qui m'attend à la maison et qui est irritée. Donc, ça dépend d'un tas de circonstances en ce qui concerne la passion et l'intérêt au travail d'une part, et puis des circonstances familiales aussi. Comme je l'ai dit avant, vous êtes un astrophysicien et astronaute suisse de l'Agence spatiale européenne. Ce n'est pas vraiment un métier très commun. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce métier? Oh, c'est la passion, disons, c'était la passion pour l'astronomie d'une part. Très tôt, en tant que petit garçon, j'étais intéressé par les étoiles, les planètes, les étoiles et le soleil. J'observais ces objets avec une petite lunette astronomique que mon grand-père, du côté paternel, m'avait remis. Une petite lunette astronomique Zeiss. Petite, celle avait un diamètre de lentille de 6 cm, donc ce n'était pas un instrument très puissant, mais je l'utilisais beaucoup pour observer le ciel. Donc c'est un intérêt pour le ciel, et puis j'ai toujours été intéressé par l'aviation également, et j'ai constamment, dans toute ma vie, mené en parallèle une activité de pilote et une activité de scientifique, et tout spécialement d'astrophysicien. Quand j'ai pris le branchement astronaute, là on peut plus tellement faire de la recherche, donc j'ai quitté mon métier d'astrophysicien, on peut dire. J'ai maintenu ma qualification de pilote parce qu'à la NASA, en tout cas, être pilote c'est très valorisé, et la NASA avait une trentaine d'avions en réaction du type T-38, un petit peu comme le F-5 qu'on a en Suisse, la version biplace du F-5, Tigre. Et on volait cet avion régulièrement. Donc le fait d'avoir été formé comme pilote militaire ici, c'était utile parce qu'à la NASA, j'étais déjà un pilote qualifié. J'ai beaucoup volé sur le T-38. J'ai de l'ordre de 1500 heures de vol sur le T-38 pendant les 25 ans que j'ai passé là-bas. Donc voilà, toujours mené en parallèle ces activités pour la raison suivante, c'est que c'est des activités qui m'ont toujours passionné, qui me passionnent toujours et encore maintenant. Vous êtes le premier astronaute suisse. Ça doit être une grande fierté pour vous et votre famille. J'utilise pas le terme de fierté, en fait, c'est pas la fierté. J'ai travaillé pour accéder à cette position, non pas pour devenir célèbre, mais parce que ça me passionnait. Et puis pour être finalement, pour me rendre utile, n'est-ce pas, faire des travaux comme les travaux de réparation sur Hubble, c'était servir la communauté scientifique et la communauté astronomique spécialement. Et pour moi, ça me tenait à cœur de servir des gens qui travaillent dans un domaine qui correspondait à mes intérêts et mes passions. Donc, fierté, non. Je me sens beaucoup plus privilégié que fier d'avoir accédé à cette position d'astronaute de l'Agence spatiale européenne et de nationalité suisse. Et comment votre famille a géré en son temps votre voyage dans l'espace? Ils ont eu peur? Est-ce qu'il y a eu ce moment émouvant de la séparation, moment où vous avez parlé une dernière fois avec votre femme, vos enfants, en vous disant que ce serait peut-être la dernière? Oui, bon, c'est clair, c'est un métier qui est difficile pour les familles, il n'y a pas de doute, parce que les missions spatiales sont dangereuses. Et je dirais tout spécialement, les missions de la navette spatiale étaient dangereuses. J'ai mentionné le fait qu'on a eu ces 2 accidents majeurs sur 135 vols de la navette entre 81 et 2011, en 30 ans. Donc c'est pas très réjouissant, on peut dire. Si on se dit qu'on a une chance sur à peu près 70 de ne pas revenir, c'est pas tellement rassurant. Donc c'est vrai que la séparation avec la famille, juste avant le départ, était un peu difficile pour la famille surtout, et pour moi-même, parce que c'était moins la crainte de l'accident majeur pour moi que je dirais le souci que j'avais vis-à-vis de ma famille au cas où ça allait se passer. Donc c'était pas tellement pour moi, la boule de feu c'est la boule de feu, et voilà, mais pour la famille ça aurait été extrêmement difficile. C'est ça qui me troublait plus que pour moi-même. C'est un métier dangereux, il n'y a aucun doute à ce sujet. Pour la famille, c'est un métier difficile. Aussi, l'intensité de la préparation pour chaque mission dans les quelques mois précédents, chaque mission était telle qu'on était un peu éloigné de la famille mentalement. On revenait le soir à la maison, mais on avait toujours la mission dans la tête ou la séance de simulateur qu'on venait de quitter. Donc pour la famille, c'était difficile, il n'y a pas de doute.
Aller dans l'espace est un rêve pour beaucoup de monde. Moi-même, je rêve d'y aller. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui veut être un peu comme vous? Je dirais que s'il a l'opportunité ou elle a l'opportunité de le faire, il faut le faire. Et, il faut beaucoup de suivi dans les activités. Il faut vraiment se focaliser sur un objectif et le suivre avec détermination et consistance. On ne peut pas faire ça comme un à côté, disons. C'est quelque chose qui doit être... Notre vie doit être pleine de ça, et c'est le seul moyen d'y parvenir. Parce que c'est un métier qui est très, très convoité pour des raisons évidentes. C'est très compétitif. Donc dans la sélection, dans la première sélection des astronautes européens, on était à peu près 2000 en Europe. L'Agence spatiale européenne voulait en sélectionner 3, donc il y avait la compétition, il n'y a pas de doute. Je pense que si on sent en soi-même, profondément soi-même, qu'on a la passion pour ce type d'activité qui est en même temps de l'aventure, de la science, de l'exploration et pas mal de technologie et de mathématiques, il n'y a pas de doute, il faut maîtriser les maths et les sujets techniques et scientifiques pour faire ce métier. Il faut suivre cette passion, mais ensuite le faire de façon consistante, de façon à maximiser les chances qu'on puisse être sélectionné dans un environnement compétitif. Imaginons, après l'école, je veux devenir astronaute. Quelle formation, quelle voie à suivre me conseillez-vous? Alors, il y a des exigences aussi bien de la NASA que de l'Agence spatiale européenne en matière de formation pour devenir astronaute. Ne peuvent se présenter comme candidats ou candidates que ceux ou celles qui ont une formation universitaire dans les domaines des sciences ou de l'ingénierie ou éventuellement de la médecine. Mais si on est un ingénieur, il faut avoir de l'intérêt, pas mal de connaissances dans les domaines de la science et de la médecine. Si on est médecin, il faut être un peu ingénieur et scientifique aussi. Et puis, en plus, si on a la possibilité, il faut essayer de pousser cette possibilité d'avoir des activités à risque, que ce soit de l'alpinisme, du parachutisme, de la plongée sous-marine, de l'aviation avec de l'acrobatie, vol aux instruments, disons toutes les activités qui demandent focalisation, concentration et qui sont à risque, si on peut les pratiquer en parallèle avec une formation scientifique ou technique ou de médecin, eh bien c'est des points en plus pour la sélection, je dirais. Je l'ai constaté moi-même dans la sélection qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient relatives aux activités à risque que j'avais vécues, et comme j'étais pilote militaire, là il y avait une réponse évidente. Vous avez seulement été pilote militaire, vous avez fait, comme vous avez dit, de l'alpinisme, de la plongée sous-marine à côté? Oui, j'ai fait de la plongée sous-marine, j'ai fait de l'alpinisme, pas à un très haut niveau, mais j'ai fait de l'alpinisme, j'ai fait l'ascension du Cervin avec une de mes filles à 2 reprises. Mais c'est quelque chose que j'ai fait après être devenu astronaute et pas avant. Avant, je faisais des balades en montagne, mais c'était pas véritablement de l'alpinisme. Par contre, je dirais comme activité à risque, c'était l'activité de pilote militaire. J'étais pilote sur Venom, ensuite sur Hunter pendant 22 ans. C'était un avion d'attaque au sol. Et puis j'ai décrit pendant la conférence les types de missions qu'on avait, où on décollait à 4 avions du Valais, souvent par mauvais temps, avec plafond bas et pluie, et puis il fallait attaquer des buts de la région de Frauenfeld. Avec ce que j'ai appris beaucoup, c'est la nécessité de la préparation. Il fallait préparer sur la carte, détaillée avant le départ, parce que quand on vole à 800 à l'heure près du sol, dans la région des buts, et que c'est une région qu'on ne connaît pas bien, parce que c'est la région de Frauenfeld, si on n'a pas bien préparé la mission avant le départ, avant le décollage, on ne réussit pas la mission. Ça ne signifie pas qu'on va se planter, mais on ne va pas retrouver les buts. Donc, pour moi, c'est un excellent apprentissage de la nécessité d'une préparation minutieuse avant chaque action qui est en soi difficile et puis qui comporte des risques. J'ai été également pilote de ligne pendant quelques temps, mais relativement peu de temps. Et puis par la suite, j'ai eu une formation, mais ça c'était après ma sélection comme astronaute. C'était pendant la période d'arrêt des vols navettes qui a suivi l'accident de Challenger en 86. J'ai fait une école de pilote d'essai en Angleterre qui était en fait l'école de pilote du plus haut niveau que j'ai suivi. C'était vraiment... c'était difficile, c'était vraiment une école dure, mais j'ai énormément appris. Vous avez effectué 4 missions dans l'espace. Quelle mission avez-vous préférée? Pourriez-vous nous en décrire une plus particulièrement? Oui. Bon, la première visite de Hubble qu'on a effectuée en 1993, du télescope Hubble, lequel télescope avait été mis en orbite en 1990, je dirais que c'était la plus intense du point de vue de son importance. Je n'ai pas eu l'occasion pour cette mission de faire une sortie dans l'espace. J'étais l'opérateur du bras robotique pour soutenir les sorties extravéhiculaires et puis capturer le télescope
après la fin du rendez-vous et puis le larguer dans l'espace après la fin des travaux de réparation. Et j'étais l'ingénieur de bord également pour la montée et la descente. Donc j'avais des responsabilités importantes, mais je n'avais pas de sortie dans l'espace. Par contre, la mission était extrêmement importante pour la NASA et pour la communauté scientifique parce que le télescope, comme je l'ai décrit dans la conférence, avait un problème d'optique majeur, aberration de sphéricité. Donc il fallait absolument lui restituer les qualités optiques qu'on attendait de lui, qu'attendait de lui la communauté scientifique, qui avait des résultats qui n'étaient pas utilisables pendant les 3 premières années. Donc la NASA nous a bien fait comprendre que la mission était importante. Failure is not an option en anglais, c'est-à-dire l'échec n'était pas une option. Et ça a donné un esprit à la mission qui était très particulier, une saveur particulière que j'ai beaucoup appréciée. Et surtout, on avait sur nos épaules une grande responsabilité, c'était de remettre à la communauté scientifique, après notre mission, un télescope en parfait état de fonctionnement, et ça a été le cas. Donc non seulement les objectifs avaient grande noblesse, mais il se révèle que les résultats ont été obtenus à 100% de succès. Donc pour moi, c'était une très très belle mission. D'ailleurs, on a été récompensé par une très haute distinction dans le domaine de l'aérospatial aux États-Unis, qui est le Collier Trophy. Bon, on ne connaît pas tellement ça en Europe, mais aux États-Unis, c'était la plus haute distinction dans le domaine de l'aéronautique ou du spatial. Le Collier Trophy est remis chaque année à une personne ou un groupe de personnes. Et pour l'année 94, qui était l'année juste après notre mission, on a reçu le Collier Trophy, qui était pour nous vraiment un signe de reconnaissance de la communauté aérospatiale et scientifique de notre performance, qui était évidemment pas seulement notre performance, mais également la performance de beaucoup de personnes qui ont travaillé sur cette mission, qui nous ont préparés, qui ont fait le contrôle de la mission depuis la station de contrôle, qui ont fait le design et la construction du correcteur d'optique. Optiquement, c'était déjà difficile, mais l'équipage a été récompensé de cette manière. En 1999, vous avez vécu votre dernière mission. C'était donc le moment pour vous de ne plus aller dans l'espace. Cette fin, comment l'avez-vous vécue ? Bon, c'est clair, quand on a vécu une chose aussi extraordinaire que des missions spatiales dans la navette, on aimerait continuer, mais je dirais que j'étais beaucoup plus satisfait d'avoir eu le privilège d'avoir fait 4 belles missions dans l'espace, et tout spécialement 2 visites à Hubble, qu'insatisfait de ne pas avoir une 5e et une 6e mission, donc je l'ai plutôt bien vécu, n'est-ce pas? C'est comme dans toutes les activités humaines, ici sur Terre aussi, il y a des périodes de la vie pour certaines activités, puis d'autres périodes pour d'autres activités, et pour moi, faire une transition sur le domaine de l'enseignement et apporter aux jeunes, ici en Suisse, et aux moins jeunes aussi, lors de conférences comme celle-ci, c'était une bonne manière de suivre une partie aventureuse de ma vie qui a consisté dans la préparation et l'accomplissement de ces 4 missions dans l'espace. Bon, je l'ai plutôt bien vécu. Encore une fois, j'aurais pu en faire une autre, mais si j'avais le choix entre faire une 5e mission ou bien donner la possibilité à un plus jeune que moi de faire sa première mission, j'aurais plutôt à faire la première mission à un autre. Disons, une fois qu'on a eu 4 belles missions, c'est une satisfaction immense. Et une 5e aurait rajouté un petit quelque chose, mais une première mission pour un autre qui aurait pris ma place aurait pu signifier tellement pour un plus jeune que je ne suis pas suffisamment égoïste pour ne penser qu'à moi-même. On voit souvent des photos de la Terre depuis l'espace, mais vous qui l'avez vue en vrai, depuis au-dessus, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Bon, la Terre est une planète qu'on connaît bien finalement. Il y a depuis longtemps qu'on l'explore en détail, même dans le fond des océans, au sommet des montagnes les plus élevées, la Terre on la connaît bien. La voir depuis l'espace, évidemment, une perspective tout à fait spéciale. Surtout, on voit la Terre dans sa globalité, n'est-ce pas? On voit pas de frontières entre les pays. On voit la Terre comme un astre sur lequel s'est développée la vie ces derniers milliards d'années, lentement, en arrivant jusqu'à une forme de vie qui se pose des questions sur sa propre origine, ce qui est quand même absolument magique. Donc c'est toujours avec émotion qu'on voit la Terre, où toute l'histoire humaine s'est déroulée. Et on constate justement l'unité et la globalité de la planète Terre et non pas les divisions. Quand on est sur Terre, on pense surtout aux divisions. Quand on est depuis l'espace, on voit plutôt le caractère parfaitement uniforme et global de la Terre. On constate aussi à quel point la Terre est une belle planète. Les visions de la Terre sont splendides. Je me rappelle de passages de nuit au nord de l'Afrique où
On voyait tout le bassin méditerranéen, depuis l'Espagne jusqu'au Caire, en tournant la tête. C'était un spectacle absolument magique. Donc, il y a cette prise de conscience de notre position dans l'univers, sur cette toute petite planète modeste et de petite dimension. C'est une chose qui m'a touché, puis également la beauté de la planète Terre. Mais également la beauté du ciel, parce que quand le soleil se couche, on voit les étoiles qui se déplacent rapidement dans le ciel, qui font en fait, on voit la totalité du ciel en une demi-heure à peu près, depuis le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil suivant, une demi-heure plus tard. On voit les constellations du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver en une demi-heure, donc c'est un spectacle splendide. Donc ça m'a beaucoup touché, les visions de la Terre et du ciel m'ont beaucoup touché. C'était jamais l'objectif principal de la mission, on avait toujours une tâche à accomplir bien précise, mais quand on avait le moyen d'être à la fenêtre pendant quelques minutes ou généralement pas quelques heures, c'était moins de temps que ça, mais c'était toujours un moment privilégié. Le Big Bang, ça vous parle? Oui, oui, ça me parle. C'est quelque chose de totalement extraordinaire. Que l'univers ait pu commencer dans un si petit volume et qu'à partir de là a commencé l'expansion qui continue maintenant et qui va peut-être jamais s'arrêter. Oui, ça me parle, le Big Bang, oui. Pourquoi, selon vous, y a-t-il encore des gens aujourd'hui qui ne croient pas au Big Bang? Oh, ils sont vraiment peu nombreux, ceux qui ne croient pas au Big Bang, parce que finalement, si on voit les objets qui s'éloignent les uns des autres, et qu'on fait une extrapolation dans le passé, eh bien, on est obligé d'arriver à la conclusion qu'à un moment donné, dans le passé, les objets étaient ramassés dans un volume extrêmement petit. Donc, le concept du Big Bang, il paraît relativement naturel sur la base de ce qu'on observe. Donc, c'est pas l'idée du Big Bang, c'est pas uniquement sur le papier, disons, c'est mesuré avec des instruments qui sont fiables, des vitesses de récession en kilomètres par seconde, et constater que plus on est loin, plus les vitesses de récession sont grandes. Donc on est obligé d'arriver à la conclusion qu'à un moment donné, tout était ramassé dans un volume petit. Donc je ne vois pas comment on peut contester le Big Bang. Je n'ai pas en tête, disons, des arguments précis de ceux qui pensent que le Big Bang n'a pas eu lieu, mais je vois difficilement comment on pourrait contrer cette idée. Et la suite de l'exploration de l'espace, c'est quoi pour vous? On a l'impression que tout va très vite, avec les sondes sur Mars, la découverte de nouvelles planètes ou exoplanètes, et à l'inverse, c'est lent, non? Bon, l'exploration de l'espace a commencé il y a 60 ans, c'était Sputnik 1 en 1957, donc finalement 60 ans par rapport à l'âge du système solaire qui est 4,6 milliards d'années. C'est très très peu de temps. Donc finalement, on a appris beaucoup de choses. On a atteint des capacités extraordinaires en relativement peu de temps. Non, je trouve que l'exploration de l'espace, c'est quelque chose qui a été très vite. Pour moi, ça correspond presque à une nouvelle étape de l'évolution de la vie dans ce coin de la galaxie, n'est-ce pas? Il y a 300 millions d'années, la vie, une partie de la vie en tout cas, a quitté le milieu aquatique pour aller sur Terre, et maintenant on a la possibilité de quitter la surface de la Terre pour aller dans l'espace. Et selon l'évolution darwinienne, ça doit correspondre à une branche qui nous donne une plus grande chance de survie dans le futur, et je suis convaincu que c'est le cas. Alors voilà, je suis désolé de vous couper dans votre élan. L'interview est vraiment très enrichissante, très intéressante, mais le temps file, et nous sommes obligés de nous arrêter là. D'accord, merci pour cette intéressante interview. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, je pense que beaucoup vont avoir la tête dans les étoiles ce soir. Belle vie. Merci. Merci à vous.